Bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous ce soir. Avant de commencer ce petit discours, je voulais juste faire un test parmi vous. Je voulais refaire en fait un sondage qui a déjà été fait il y a quelques mois maintenant à Bruxelles et qui est sur une demande d'un pays de rejoindre l'Union européenne, puisque oui, même si l'Angleterre souhaite quitter l'Union européenne, il y a toujours des pays qui souhaitent rentrer. Donc il y a la Bulgarie qui a fait cette demande il y a pas longtemps, et du coup je voudrais vous demander à main levée, a priori dans la salle, qui est plutôt pour que la Bulgarie rejoigne l'Union européenne. Comme ça, n'ayez pas peur. Voilà, on va mettre une grosse moitié. Qui est plutôt contre? Un peu moins. Très bien. Et donc une dernière question, et après je vous laisse tranquille. Qui savait que la Bulgarie en fait déjà partie de l'Union européenne? Merci beaucoup de vous être prêté au jeu et puis désolé de vous avoir piégé. C'est une très bonne entrée en matière, effectivement, pour montrer. J'ai un avis, donc je suis. Alors, on a déjà fait cette petite entrée en matière, ça donne à chaque fois les mêmes résultats. Donc ne vous sentez pas honteux de l'avoir fait. Il y a même d'autres exemples. Pour nous, il y a un sondage qui a été assez révélateur et qu'on a lu il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans dans la presse. On demandait aux Français, est-ce que vous êtes pour ou contre le gaz de schiste à l'époque? Il y avait 80% de contre, il y avait 15% de pour et il y avait 5% qui se prononçaient pas. Il y avait une deuxième question à ce sondage, on leur demandait, est-ce que vous vous sentez capable d'expliquer ce que c'est? Et là, il y avait que 14% des gens qui répondaient oui. La question a été faite plein de fois. J'ai vu très récemment qu'il y a 3 semaines, France Stratégique, un organisme qui est rattaché au Premier ministre, a fait un sondage en demandant aux Français s'ils trouvaient que les taxes sur les successions étaient trop élevées. Ils demandaient pour plusieurs. Il y a plus de la moitié des Français qui trouvent que les taxes sur les successions pour les patrimoines de moins de 100 000 euros sont trop élevées. Or, elles sont à 0%. Voilà. Donc c'est vraiment un exercice qui fonctionne à chaque fois. Il y a plein de... Donc effectivement, on se rend compte que finalement, quand on nous demande est-ce que vous êtes pour ou contre, alors la question est un peu piégeuse finalement, on nous demande pas si on n'a pas d'avis ou on ne remet pas forcément en question la question justement. Quand on demande si on est pour ou contre, on se rend compte qu'en fait c'est très important d'avoir un avis, d'avoir une opinion. Ça tombe bien, c'est le thème de ce soir. J'ai un avis, donc je suis. Et donc, on va explorer un peu ça. Premier élément de réponse, je voudrais partager avec vous les résultats d'une enquête qui a été faite, d'une étude qui a été faite par l'Institut du cerveau de Californie, et dont les résultats ont été publiés en 2016 dans la revue scientifique Nature. En fait, le concept était assez simple. Ils prenaient des gens, donc je vous invite à imaginer que ce soit vous. En fait, on vous invite à passer un IRM, donc une imagerie de résonance médicale qui permet d'étudier les zones de votre cerveau qui se mettent en fonctionnement. Et en fait, pendant que vous êtes dans cette IRM, on va vous poser des questions qui sont assez simples. En fait, on va vous montrer une affirmation. On va vous dire est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation. Vous allez noter de 1, je suis pas du tout d'accord, à 7, je suis complètement d'accord avec cette affirmation. Et juste après, en fait, on va vous montrer des arguments qui sont contraires à ce que vous pensez. Donc, on va vous dire bah non parce que, etc. On va vous montrer des arguments. Et à la fin de ces arguments, on va vous demander de renoter la même affirmation. Est-ce que vous avez changé d'avis ou pas? Il y a 2 types d'affirmations, et c'est ça qui est intéressant. Il y a des affirmations qui sont très factuelles. Par exemple, on va vous dire les vitamines sont bonnes pour la santé. Je suis d'accord, pas d'accord. On va vous montrer des arguments, on va vous demander de renoter. Et il y a des opinions qui sont politiques et religieuses. Ce qui est très intéressant, c'est que déjà les résultats sont très différents selon que les opinions soient factuelles ou politiques et religieuses. Quand les opinions sont factuelles, en général, les gens changent de 4 points sur 7. C'est-à-dire qu'ils changent quasiment du tout au tout. Je vous dis, les vitamines sont bonnes pour la santé, vous êtes d'accord, vous allez mettre 7 sur 7. Je vais vous montrer des arguments contraires en disant, bah non, c'est faux, pour telle et telle raison. Vous allez noter 3 sur 7 en moyenne. Je vais vous montrer des opinions politiques ou religieuses. Dieu existe, il faut plus taxer les riches, des choses comme ça. La moyenne va changer de 0,3 points. Donc déjà, c'est très intéressant parce que on se rend compte déjà, la premier élément de réponse, que on va très peu changer ses opinions politiques et religieuses. Alors pourquoi? Et c'est tout l'intérêt de le faire dans un IRM, c'est qu'effectivement, c'est pas les mêmes zones du cerveau qui vont s'allumer. Si je vais vous montrer une opinion factuelle, enfin un fait, les vitamines sont bonnes pour la santé, et des arguments contraires, c'est la zone de votre cerveau qui correspond à la réflexion qui va s'allumer sur l'IRM. Si je vous montre des opinions maintenant politiques et religieuses, eh ben c'est pas du tout la zone dédiée à la réflexion qui va s'allumer quand je vais vous montrer des arguments. C'est la zone qui est dédiée au soi, à l'introspection et à l'identité. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre en fait que dans notre cerveau, on associe les opinions politiques et religieuses non pas à un simple raisonnement, non pas à le simple résultat d'un raisonnement, mais à ce qu'on est profondément. Or, c'est assez facile de changer le résultat d'un raisonnement. On a tous fait en exercice de maths, si on s'est trompé, on corrige. Ça n'entraîne pas grand-chose, pas grande conséquence. Par contre, changer son soi, changer son identité, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est un premier élément de réponse sur pourquoi finalement c'est si important d'avoir des opinions. Parce que dans notre cerveau, elles nous définissent, et aussi pourquoi c'est si difficile d'en changer.
Comme si ça suffisait pas, il y a un deuxième élément qui vient se rajouter par-dessus ça, et c'est les bulles de filtre. Alors les bulles de filtre, c'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est assez nouveau en fait, qui a été théorisé aux États-Unis. On appelle ça bulle de filtre ou bulle filtrante en français, bulle d'opinion de temps en temps. C'est ce phénomène qui est assez naturel, qui fait qu'en fait, on a déjà tendance au quotidien à échanger avec des personnes qui sont plutôt du même avis que nous. Parce que globalement, notre famille, nos parents nous ont élevés dans un certain cadre de valeurs. On a quand même de grandes chances d'avoir les mêmes opinions, ou en tout cas le même cadre de valeurs que notre famille. On va avoir des amis, des collègues qui globalement ont fait les mêmes études, qui sont à peu près du même milieu social. Et globalement, nos amis, en général, on va être d'accord sur des opinions fondamentales. Ce phénomène, il est renforcé depuis quelques années par les algorithmes des réseaux sociaux, notamment Facebook et Google, qui vont avoir tendance, en fait, sur Facebook, quand vous allez ne pas liker un lien ou ne pas interagir avec un contenu, petit à petit, en fait, l'algorithme va faire disparaître ce contenu de votre fil d'actualité. Google, c'est pareil. Dans Google Actu ou dans Google, les résultats vont s'adapter à ce que vous cherchez. Si vous cliquez sur un lien, en fait, il va revenir plus souvent. Si vous cliquez pas, au bout d'un moment, il va disparaître. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez vous retrouver dans une bulle, justement, d'où la notion de bulle d'opinion, où vous allez lire plein d'articles, pour être en contact avec plein de gens, mais uniquement des gens qui ont déjà la même opinion que vous. Le mieux, peut-être l'exemple le plus parlant, c'est un journaliste du New York Times qui, suite aux dernières élections américaines, avait déclaré, il disait « J'ai plus de 3000 amis sur Facebook, je parle avec des gens tous les jours, j'ai des amis dans les 50 États des États-Unis, il y a la moitié du pays qui a voté pour Donald Trump et je n'en connais pas un ». Et c'est très révélateur en fait de ce concept justement de bulle de filtre ou de bulle d'opinion. Ce phénomène donc qui est très présent, il va avoir effectivement un impact fondamental sur les sociétés. Barack Obama, quand il était de passage à Paris, a dit « Les bulles d'opinion sont un danger fondamental pour nos démocraties ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on est dans une bulle où tout le monde pense comme nous, en fait, on va ne plus comprendre du tout comment pensent les autres. Ça va nous rendre aussi beaucoup plus propices à croire des informations, vraies ou pas vraies, mais qui de temps en temps sont fausses. On a parlé beaucoup des fake news ces derniers moments. Ça me rappelle toujours la petite caricature. Il y avait un dessin d'un caricaturiste où on voyait un couple qui regardait les informations sur Internet et le mari demandait à sa femme « Mais comment est-ce que tu sais dans toutes ces informations lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses ?» Et la femme répondait « C'est facile en fait, quand je suis d'accord avec l'information, c'est qu'elle est vraie. » Et de fait, on a tous un peu ce penchant naturel. Donc ce double phénomène neurologique et de bulle de filtre fait qu'il est extrêmement difficile de changer d'opinion. Mais du coup, on s'est aussi posé la question, nous on a pas mal réfléchi avec un ami très proche de moi qui est pas là ce soir, qui s'appelle Antoine. On a beaucoup réfléchi en fait à toutes ces questions d'opinion. On s'est dit mais finalement, d'où viennent nos opinions ? Est-ce qu'elles viennent d'a priori ? Est-ce qu'elles viennent des médias ? Est-ce qu'elles viennent... Finalement, quand est-ce que dans notre vie, on prend vraiment le temps de se poser et de se dire je sais pas quoi en penser et de prendre des gens qui connaissent le sujet et de comparer des arguments pour et contre pour se forger notre opinion. On a trouvé que c'était extrêmement difficile à faire au quotidien et donc en fait on a créé un journal. Le journal s'appelle Le Dranche et le concept est assez simple, c'est pour chaque sujet d'actualité, on va chercher 2 personnes qui connaissent vraiment le sujet, qui sont légitimes, qui sont engagées dans le sujet, qui sont compétentes, une qui défend le pour, l'autre qui défend le contre, et le but c'est que le lecteur, en comparant les arguments du pour et du contre, se fasse sa propre opinion. Ça, c'était assez simple. On a eu cette idée-là. Vu qu'on est 2 ingénieurs, on a commencé à faire un site internet. Et puis, très rapidement, on a eu des très bons retours sur le site internet. Ça, c'était il y a un peu plus de 3 ans. Mais il y avait 2 problèmes avec ce site internet. C'est que déjà, on touchait que des gens qui étaient déjà intéressés par le concept ou qui se posaient déjà des questions. C'est bien, c'était utile pour eux, mais on touchait pas tous les gens qui se posaient pas de questions. Et surtout, le deuxième problème, c'est que on avait fait ce site internet, on avait pour idée de créer une boîte, mais ça ne faisait pas un modèle économique. Un site internet, on voulait pas mettre un site sapin de Noël avec plein de pubs partout. Et pour couronner le tout, effectivement, donc on est 2 ingénieurs, on était 2 ingénieurs de formation, on n'avait jamais bossé dans la presse, jamais bossé dans un journal, on connaissait rien du tout au milieu. Et le premier patron de presse qu'on a rencontré nous avait dit à l'époque alors franchement, votre truc, ça marchera jamais, quoi. Il dit, un journal, c'est une personne très riche qui paye pour que des journalistes écrivent selon ses opinions. Donc il nous avait dit, trouvez-vous un milliardaire qui partage vos idées et puis écrivez pour lui et le mec, il financera votre journal, quoi. Bon, heureusement, on l'a pas écouté. Et vu qu'on n'était pas du milieu de la presse, on a fait quelque chose qui est peut-être encore trop rarement fait. On est allé voir nos lecteurs. On est allé voir les gens qui avaient accroché au concept, nos premiers lecteurs ou nos futurs lecteurs, et on leur a posé la question de ce qu'on devait faire. Du coup, on est venu avec sûrement ce qui est l'idée de start-up la plus innovante en ce début du XXIe siècle. On a lancé un journal papier. Alors, c'est sûrement la chose la plus innovante. Alors, pourquoi on a lancé un journal papier ? 2 raisons à ça. Déjà parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient très demandeurs de ce concept-là, c'était les étudiants. Les étudiants, en fait, ils arrivent au moment où ils sortent du domicile familial. Globalement, ils commencent à rencontrer des gens qui ont peut-être des opinions différentes, ils se posent plein de questions. C'est la première fois qu'ils vont s'engager dans des associations, c'est la première fois qu'ils vont devoir voter. Donc, ils se posent plein de questions. Ils étaient très demandeurs de ce concept.
Donc on s'est dit, faisons une version papier. On a lancé une version papier il y a 2 ans maintenant, qu'on tire aujourd'hui à 100 000 exemplaires tous les mois et qu'on distribue gratuitement dans les facs, universités, grandes écoles, donc à destination des étudiants. Ça nous permettait 2 choses. La première, c'est que on mettait de la publicité dans cette version papier, ça nous a permis d'avoir des revenus. La deuxième, c'est que ça nous permettait d'aller chercher des gens qui seraient jamais venus naturellement sur notre site. On était très contents, mais on s'est quand même posé pas mal de questions sur la pub, sur le modèle, et on s'est dit finalement, vu qu'on n'est toujours pas du monde de la presse, on va faire le journal avec le lecteur et on va l'intéresser, on va l'inclure dans le fonctionnement du journal. Ça a eu pour effet 2 choses. La première, c'est que on a créé un comité ouvert de rédaction où aujourd'hui c'est les lecteurs qui proposent et qui choisissent les sujets qu'ils veulent voir traités. Donc c'est pas nous qui traitons, c'est pas nous qui décidons des sujets. Ça nous permet d'être transparents et ça permet aux lecteurs d'avoir des sujets qui les intéressent. La deuxième, c'est que justement pour la publicité, on leur a donné un droit de veto sur la pub. C'est-à-dire que dès qu'il y a des publicités qui, soit qui nous interpellent, soit qui rentrent en interaction avec des thèmes qui sont traités dans le journal, ce comité de lecteurs a le droit d'opposer un veto sur la publicité. C'était un pari qui pour l'instant s'avère payant. Parce qu'on a lancé ça donc il y a 2 ans. À l'époque, moi j'étais ingénieur chez EDF. J'ai décidé de démissionner d'EDF. Alors je vous laisse imaginer la tête de mes grands-parents. Pour mes grands-parents, EDF c'était un peu le Graal, l'Everest de toute personne qui se respecte. C'était la situation parfaite. Donc le jour où je leur ai annoncé que je posais ma démission pour lancer une start-up dans l'économie sociale, dans la presse papier, ils ont regardé un peu bizarrement. On n'était pas forcément très serein quand on l'a fait à l'époque. Et pour autant, 2 ans plus tard, on est maintenant une petite entreprise encore, mais déjà on est 7 personnes dans l'entreprise. On arrive à payer des salaires, on a déjà fait paraître 12 numéros. On tire à 100 000 exemplaires maintenant tous les mois et déjà on est extrêmement content de ça. Ça, c'est le premier impact. On est très content de l'avoir fait. On s'est inscrit aussi dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que via l'opinion, et là je reviens effectivement sur le thème de la soirée, via l'opinion et via la vie, en fait ça avait des impacts fondamentaux. Le premier impact, c'est l'engagement. C'est pareil, une banalité de dire ça, mais on ne devient pas citoyen engagé du jour au lendemain. Il y a toute une série d'étapes qui vont conduire à être citoyen engagé ou à être engagé dans la vie de tous les jours. Et ces étapes-là, en fait, c'est les étapes qu'on propose à notre lecteur, c'est s'informer, se positionner, se faire son avis et s'engager. Parce que s'il y a des gens qui sont pas engagés, de temps en temps, c'est juste qu'ils sont pas informés de certaines problématiques ou alors qu'ils savent pas quoi en penser. On leur propose en fait cette étape. 1, informez-vous sur de quoi on parle, pourquoi on en parle en ce moment, pourquoi ça fait débat. 2, faites-vous votre opinion à l'aide de personnes qui sont compétentes et engagées dans le sujet. 3, on met à disposition des outils pour faire le petit pas qui va commencer l'engagement. Signer une pétition en ligne, participer à une consultation, se documenter sur un programme politique quand il y a des élections, se documenter sur une association, se rapprocher, peut-être rejoindre cette association. C'est autant d'étapes qui font l'engagement. Le deuxième impact, et ça, celui-là, on l'a vraiment réalisé en cours de route, il a un lien justement avec tout ce phénomène des bulles de filtre et des bulles d'opinion dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que en fait, il y a plein de gens qui ont déjà un avis sur les questions. Au début, on voulait que les gens se fassent leur avis. En fait, il y a plein de gens qui ont déjà un avis. C'est notre cas aussi sur plein de choses et qui n'ont pas forcément envie d'en changer. Et en fait, ces gens-là, quand ils lisaient ces 2 tribunes, ces 2 argumentaires, la plupart du temps, ils nous disaient j'ai pas changé d'avis, mais ce que dit cette personne-là, qui pense pas comme moi, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. J'avais jamais vu quelqu'un qui m'expliquait pourquoi c'était ça. Et souvent, la réaction que ça provoque, c'est j'ai pas changé d'avis, mais je comprends mieux ce qu'ils disent. C'est moins caricatural. Ok, je comprends, ça se tient aussi, ça se défend. Et ça, en fait, là-dessus, on va vraiment travailler sur la compréhension des avis différents et le vivre ensemble. Et justement, et je m'approche de la conclusion, je préfère toujours conclure sur une question que sur une affirmation, parce que c'est beaucoup plus riche. La question avec laquelle je voudrais vous laisser, c'est de se dire justement, c'est très difficile de prédire le futur, voire impossible, mais s'il y a bien une certitude qu'on peut avoir, c'est qu'en termes de société, on sera jamais tous d'accord, il y aura jamais un moment de l'histoire où on partagera tous la même opinion sur tous les sujets. Et dès lors, la question qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on fait pour vivre en harmonie avec des gens qui pensent radicalement différent. Je vous laisse avec cette question et merci beaucoup de m'avoir écouté.